up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je renoue le dialogue avec Damien Ziegler, qui était déjà venu pour nous parler d'un film extraordinaire et cultissime, La Nuit du Chasseur. C'est un livre qu'il avait écrit, édité par Leitmotiv. Et là, aujourd'hui, il revient avec un autre bouquin sur un film qui, d'ailleurs, pour le coup, quand j'ai eu mis du temps à l'apprécier, ce film. Il a fallu peut-être 2-3 visionnages pour le... C'est le dernier film de Tarantino en date, et Once Upon a Time in Hollywood. C'est celui-ci. Le livre a un sous-titre important, Le monde et sa doublure. Et c'est toujours édité chez Leitmotiv. Je remercie Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et on va discuter donc de ce film, de ce livre avec Damien Ziegler. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Donc, c'est un plaisir aussi de vous revoir après l'émission sur La Nuit du Chasseur, le fameux film culte qui fait tant parler de lui, toujours et encore. Mais comme je disais à l'époque de l'émission, c'était un plaisir également pour moi d'explorer d'autres pistes, puisque La Nuit du Chasseur, c'est un peu le film de ma vie auquel j'avais consacré un livre écrit il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà, un film avec lequel j'entretiens une relation presque romantique. Mais voilà, l'eau a un peu coulé sous les ponts. Je m'étais toujours dit que j'aurais pas forcément 1000 choses à écrire sur le cinéma après La Nuit du Chasseur. Ma petite histoire m'a prouvé le contraire, parce que j'ai écrit plein de bouquins depuis. Et effectivement, avec Jean-François Jeunet pour Leitmotiv, j'ai le plaisir de creuser le filon de la collection Analyse filmique, avec d'autres grands récits consacrés à d'autres très grands films de l'histoire du cinéma. Donc, La Nuit du Chasseur, Barton Fink, Intelligence artificielle de Spielberg, et maintenant Once Upon a Time, qui est finalement déjà le quatrième pan de la collection Analyse filmique. Et c'est même pas le dernier, hein. Donc c'est vraiment un work in progress. Mais comme vous l'avez dit, le film de Tarantino, donc son dernier en date, a priori, il n'y a toujours pas de projet de 10e film, même s'il a toujours annoncé vouloir en faire 10 avant de prendre sa retraite. Donc, c'est toujours son dernier film. C'est un film qui bizarrement, ne divise moins que ce que moi, j'aurais pu imaginer. Parce qu'effectivement, déjà, il est très long, ce film. Alors, après, Tarantino fait souvent des films très longs. Mais il est particulier, il est lent, hein, il est lent et il est déstabilisant, puisque on retrouve pas forcément tout ce qu'on voit souvent chez Quentin Tarantino. Le côté très violent, forcément, puisque Tarantino, c'est devenu un peu synonyme de violence, de délire, d'effusion baroque. Ça, ce sont des choses qu'on trouve pas forcément comme ça, parce que en fait, c'est une virée en voiture à travers Los Angeles. C'est un film qui concerne beaucoup les gens, les Américains et qui parlera peut-être plus aux gens qui ont connu cette époque des années 60. Alors, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai jamais vécu à Los Angeles et je ne suis pas né dans les années 60. Mais en tout cas, beaucoup de gens pour lesquels c'est le cas, se sont reconnus dans le portrait urbain qu'a proposé Quentin Tarantino de cette ville et ont réagi favorablement. Moi, si j'ai consacré un livre à ce film, c'est pour des raisons complètement différentes. C'est pour des raisons beaucoup plus proprement cinématographiques et historiques. Et puis, écoutez, là, du coup, je répondrai peut-être aux questions que vous aurez envie de me poser à ce sujet. Mais quand on s'attelle à l'ouvrage d'un livre autour d'un film en particulier, c'est que le film vous a, titillé sur certaines choses, sur peut-être même un détail, quelque chose qui vous est propre. Et est-ce que Once Upon a Time in Hollywood, est-ce que ça fait partie de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que le film a trouvé en vous qui vous a sollicité suffisamment pour que vous puissiez lui consacrer quelques mois de votre vie pour écrire un livre? Oui, alors l'étincelle, alors c'est la fin. Alors je vais pas la raconter.
Je vais pas spoiler, comme on dit en bon franglais, mais la fin, alors la fin, il y a un peu une déflagration. Voilà, il se passe quelque chose d'un peu inattendu. Ça bastonne, pour dire les choses. Ça, je spoile pas en disant ça parce que c'est un peu souvent le cas chez Tarantino, même si des fois il déjoue un petit peu les attentes. Par exemple, la fin de Pulp Fiction, c'est une longue montée en puissance dont on a l'impression qu'elle va aboutir à un carnage absolu qui n'aura finalement jamais lieu. Voilà, c'était d'ailleurs, voilà, il sait toujours prendre un rebrousse-poil, Tarantino. Là, Once Upon a Time in Hollywood, il y a vraiment une baston. Mais ce que je ne révélerai pas, c'est l'enjeu de cette confrontation finale, qui est là vraiment très surprenant, puisqu'il s'agit non pas de réécrire l'histoire, mais d'offrir sur elle une nouvelle perspective. La perspective sur l'histoire, c'est une perspective qui concerne d'une part un micro-événement, puisque le film est consacré à l'histoire d'un réalisateur, Roman Polanski, et de sa compagne d'alors, Sharon Tate, qui est une histoire qui a fini très mal, puisqu'on sait que concrètement Sharon Tate a été assassinée. Alors les gens ne le savent pas forcément quand ils découvrent ce film, puisque tout le monde ne sait pas qui est Sharon Tate au moment de voir le film. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en discutant de gens qui ont vu le film, qui ont d'ailleurs pu l'apprécier, mais qui n'ont pas la moindre idée de qui était Sharon Tate et qui voilà, n'ont pas cette perspective-là sur le film. Donc ça, c'est une partie de l'histoire que raconte Tarantino. Une petite partie qui s'imbrique dans un plus grand morceau de l'histoire, c'est les hippies, voilà, tel que ce mouvement et cette communauté a existé donc dans les années 60 américaines. Des hippies qu'on croise à plusieurs moments du film de manière un petit peu surprenante. On ne sait pas trop le rôle qu'ils jouent, on les croise un peu, ça dure pas longtemps, mais on les recroise, donc il y a ce phénomène de répétition qui amène une amplification, puisqu'à la fin, effectivement, les hippies jouent un rôle déterminant, puisque le dernier segment du film leur est consacré. Et du coup, ce qui surprend, en fait, c'est la façon dont cette grande histoire, donc les hippies dans les années 60, croise la petite histoire, donc le couple Polanski-Tate. Ça correspond à une réalité, voilà, qu'on trouve dans tous les livres consacrés à cette époque. Mais Tarantino en propose une version complètement bizarre, étrange. Alors, il y a des gens qui contestent, qui se disent qu'est-ce qu'il a fait là, est-ce que c'est vrai? Voilà, il y a la question de la vérité. C'est un film qui pose une question philosophique, qui est une question de la vérité, puisque la vérité de Tarantino n'est pas la vérité telle qu'on peut la lire dans les livres d'histoire ou dans les reportages sur cette époque-là. Mais en même temps, il dit quelque chose qui ne correspond pas à la vérité, entre guillemets, révélée, mais qui est une autre forme de vérité très séduisante et qui est défendue de manière extrêmement convaincante, en des termes esthétiques, puisque c'est d'abord un film qui nous est montré, un film qui répond à des codes esthétiques et qui ouvre un jeu, en fait, un jeu labyrinthique assez vertigineux et qui, voilà, pour ma part, j'ai trouvé très convaincant et j'ai été assez subjugué par cette proposition d'histoire parallèle, hein, si je devais mettre un mot là-dessus, je parlerais d'histoire parallèle, non pas une contre-histoire, mais une autre façon de comprendre ce qui s'est passé, pour ainsi dire, pour de vrai. Mais voilà, qu'est-ce que la vérité? Et du coup, cette question-là vraiment trouve une réponse très, très séduisante, dans le film et du coup, effectivement, à partir de cette étincelle, suscitée par la fin du film qui est assez longue, hein, qui dure, un bon quart d'heure, cette fin, nourrit tout ce qu'on a vu avant,
toutes ces circonvolutions labyrinthiques faites de dédales, de promenades dans la ville, dans différents endroits assez bien identifiés par les gens, les amoureux de la ville de Los Angeles. Voilà, des restaurants, des villas, la rue tout simplement, des cinémas, des endroits qui n'existent plus forcément aujourd'hui, mais qui ont en tout cas été à chaque fois très très bien reconstitués en studio, des lieux de tournage, des ranchs. Voilà, tout ça, c'est un dédale, c'est un labyrinthe, mais ça aboutit dans un endroit bien particulier. Et du coup, voilà, ce poème visuel m'a inspiré effectivement plusieurs centaines de pages. Alors je m'en excuse, c'est très long, c'est comme les films, le livre est assez long, mais je pense que si on arrive à suivre le film, on arrivera aussi à suivre le livre. Mais avant qu'on parle de la structure du livre, c'est-à-dire comment vous avez approché ce film-là, mais vous réglez vite la question par rapport à ce qu'on a pu reprocher à Tarantino, qu'on avait déjà d'ailleurs reproché dans Inglourious Basterds, Oui. ce rapport qu'il a de régler ses comptes à certaines choses qui sont négatives et qui finalement ces choses-là dans l'histoire, dans la réalité, malheureusement ont pris le dessus. En fait, vous dites très simplement que c'est vraiment très simple. Vous prenez le titre du film, vous dites regardez, ça s'appelle Il était une fois. À partir du moment où c'était une fois, on est dans un conte. Donc si c'est un conte, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est très simple peut-être de dire ça, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que voilà, il prévient dès le début Tarantino, c'est un conte. Le conte de fées, c'est effectivement quelque chose qui est présent dans ce film-là. Et là, du coup, bah, ça va faire un lien avec La Nuit du Chasseur, qui était déjà un conte de fées. Moi, j'écris finalement que sur des contes de fées. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, le conte de fées qui est un récit littéraire très bien identifié en France, puisque c'est un genre qui a été parfaitement bien défendu par Perrault, tout simplement. C'est un type de récit qui est capable d'unir des choses euh, radicalement contraires et dont on peut songer à la base qu'on ne peut pas les unifier. C'est tout simplement la poésie et la brutalité. On a d'une part voilà, quelque chose de très pur, une vision utopique du monde innocent, quelque chose, le monde est beau, voilà, on a plaisir à vivre tout simplement. Et le conte de fées dit, mais attention, il y a aussi des choses absolument affreuses, détestables, monstrueuses qui existent ici-bas à chaque coin de rue. Et ça, le conte de fées nous le montre de manière très très brutale, très très frontale. Mais en même temps, il fait coexister les deux, puisque au bout à chaque fois qu'on finit un conte de fées, souvent on retombe sur ses pieds. On a été confronté à l'horreur, mais en même temps, on retrouve in fine, une forme de beauté. La beauté, voilà, ce que j'appellerais la beauté du mal, qu'on trouve voilà, dans tellement de récits contemporains. Je pense, au moment où je parle, je pense aux Proies de Coppola. C'est un peu le même type de confrontation entre la monstruosité et le fait que, en dépit du fait qu'on vit, on est confronté quotidiennement à l'horreur, à l'indicible, on vit dans un monde qui n'en demeure pas moins beau. Et effectivement, c'est ce que dit Tarantino dans son film. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre cette fameuse fin que je m'efforcerai néanmoins de ne pas dévoiler pendant cet entretien, même si ce sera très compliqué. Mais je vais essayer de ne pas le faire parce que je pense pas que ce soit essentiel de découvrir le film en ne connaissant pas la fin. Mais néanmoins, je sais que c'est un film qui n'est pas très vieux. Tout le monde ne l'a pas encore forcément vu. Et je pense que c'est, surtout pour les gens qui connaissent l'histoire particulière du couple Tate-Polanski, je pense qu'il y a quand même voilà, une fraîcheur du regard à préserver. Donc voilà, je ne dirai pas la fin du film, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement,
Tarantino a voulu dans ce film, et il avait d'ailleurs fait déjà dans Inglourious Basterds, qui est un film qui est déjà un peu plus ancien. Donc là, on peut peut-être un peu plus le spoiler. On sait voilà que dans ce film-là, il y a une jeune femme très 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 pure qu'on voit Fillette d'ailleurs dans le prologue du film, qui survit au massacre de sa famille et qui va grandir avec la vengeance à l'idée. On sait qu'elle y parvient, qu'elle enferme des nazis dans une salle de cinéma et elle les tue tous, elle les fait tuer, puisqu'elle-même périt, mais en même temps, elle périt en projetant son image dans cette extraordinaire séquence où effectivement elle apparaît en dévoilant à ses futures victimes nazies un discours de mort, alors qu'elle-même elle est en train de périr. C'est-à-dire que c'est un règlement de compte par image interposée, c'est-à-dire que l'image permet de se survivre à soi-même et de tuer, voilà, d'accomplir une certaine forme de vengeance, un certain rituel cathartique, je ne sais pas, peut-être que le mot est maladroit, mais un rituel à tout le moins. Et voilà, les gens qui ont vu Inglourious Basterds et qui l'ont apprécié, je pense, se retrouveront à terrain conquis dans Once Upon a Time, puisque il y a des procédés, certains procédés. Alors, c'est pas le même, hein, je rassure les gens, mais il y a des procédés qui se retrouvent. Et c'est toujours parce que les images survivent finalement aux défunts dans une réalité peut-être parallèle, alternative, je ne sais pas, une réalité magique. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette expression de réalisme magique. Je trouve elle convient beaucoup au film que j'ai l'habitude de décrire. L'image, quelque part, vit sa vie et permet de nourrir un lien avec les faits que l'on qualifie d'historiques. On sait que Tarantino, c'est quelqu'un qui a toujours été entouré d'images extrêmement d'images de cinéma. Il a même travaillé dans un vidéoclub, donc et on dit souvent que un film, à un moment ou un autre, est réapproprié par le spectateur. Le film lui appartient. Est-ce que le fait que Tarantino ait vécu toute sa vie autour de fiction, qui finalement, il se donne aussi le droit de prendre le réel, donc de prendre la grande histoire comme quelque chose de fictif et donc de court-circuiter la grande histoire, d'en faire ce qu'il veut, de prendre des fictions à droite à gauche, de la travestir. Est-ce qu'il y a ce rapport à la fiction qu'il a et vis-à-vis du réel, est-ce que ça vient aussi finalement parce qu'il est avant tout un cinéphile? Alors, voilà, ça c'est une belle question, une vaste question. Il est incontestable que bon, Tarantino est avant tout un cinéphile. Bon, il n'est pas le seul réalisateur à être avant tout cinéphile. Scorsese l'est tout autant. Mais il a un rapport particulier avec ce que je qualifierais d'image à deux dimensions. C'est-à-dire l'image de bande dessinée, vraiment l'image qui n'a pas d'épaisseur, l'image qui a l'épaisseur du papier. C'est pas quelque chose, voilà, il n'a pas un rapport à une réalité virtuelle en 3 dimensions, il a plus un rapport avec l'image du comic book américain. Je pense à son premier film, Reservoir Dogs, où le flic infiltré se coiffe, se contemple sa propre image dans un miroir pour prendre un rôle, pour endosser un costume, un peu comme un super-héros. D'ailleurs, pendant cette scène, on voit à côté de lui un poster de comic book, c'est le surfeur d'argent. Voilà, c'est le flic qui devient un personnage en se nourrissant de sa propre culture visuelle, donc le comic book américain, mais en fait, c'est pas la bande dessinée qui reste dans le monde de la bande dessinée, donc le monde virtuel, et puis lui qui vit de la réalité. C'est plutôt le monde de la bande dessinée qui s'infiltre pour de vrai. Et c'est là
qui a toute la difficulté de la démonstration. C'est vraiment vrai. La bande dessinée se réalise entre guillemets et voilà, et le flic devient vraiment un super-héros. Alors après, voilà, quelque part, c'est le monde, c'est le côté, c'est le côté Batman ou Superman. Tarantino n'a jamais réalisé de film de super-héros, même s'il a été envisagé qu'il le fasse un jour, mais c'était des bruits de couloir. Mais en même temps, il reste familier de cet univers-là. Il n'y a pas seulement Reservoir Dogs, il y a aussi Kill Bill avec effectivement de longues litanies, ça relève même du délire, de Bill qui parle à Béatrice du fait qu'elle est elle-même une super-héroïne et qu'elle ne peut pas oublier le fait qu'elle est une tueuse incarnée, une tueuse née, et que cette réalité-là de sa vie ne disparaîtra jamais. C'est ça Tarantino, c'est la rencontre du monde fantasmé de lecture ou de films de super-héros. Lui, c'était plutôt les films d'arts martiaux de Hong Kong, mais bon, quelque part, c'est toujours la même histoire. Ce sont des gens qui ont des capacités physiques et mentales, morales surhumaines, suprahumaines, ce monde-là qui communique, qui s'infiltre pour le transformer dans la réalité, ce qu'on appelle le réel, celui que l'on peut palper. Donc voilà, Tarantino, il unit ces deux mondes-là et il le fait depuis le début, depuis son premier film. Et quelque part, il y a une cohérence dans cet itinéraire-là, puisque le surfeur d'argent, le flic infiltré de Reservoir Dogs, on peut facilement faire un parallèle entre ce personnage-là. Ce qu'il va faire dans le monde des gangsters qu'il infiltre, alors peut-être qu'il devient lui-même un gangster, il y a aussi une ambiguïté, il n'y a pas de césure entre le bien et le mal. Il faut avoir peut-être à l'esprit ce personnage-là avec les deux héros, qui sont également des super-héros pour le coup, que sont Rick et Cliff dans Once Upon a Time in Hollywood, qui sont donc des acteurs de cinéma, enfin un acteur et puis sa doublure. Donc le rôle joué par Brad Pitt, c'est celui d'une doublure cascade, et puis Rick Dalton, c'est un acteur un peu has-been qui a fait quelques mauvais films, quelques mauvaises séries, mais qui essaye de revenir sur le premier plan en trouvant de meilleurs rôles. Donc on a avec ces deux personnages-là des espèces de gens. Alors il faut savoir qu'ils n'ont jamais existé. Le film est consacré à la réalité historique de Los Angeles avec plein de personnages qui ont réellement existé, mais pas ces deux-là. Ce sont des agrégats d'acteurs qui ont effectivement existé, mais un simple agrégat. Tarantino a puisé son inspiration par-ci, par-là pour façonner des personnages purement illusoires, au contraire de personnages réels comme Bruce Lee qu'on voit dans le film, Steve McQueen qu'on voit dans le film, et puis évidemment donc Sharon Tate et Polanski. Donc voilà, on a ces deux faux acteurs et doublures qui n'ont jamais existé, mais pour autant qui s'invitent, qui discutent avec des gens qui, eux, correspondent à un pan de l'histoire. Et voilà, Tarantino nourrit un dialogue entre des acteurs, donc des images, des gens finalement qui n'ont pas 3 dimensions, mais qui ont simplement 2 dimensions, Cliff et Rick, qui descendent un peu de leur film, de la pellicule, pour effectivement arriver dans un monde à 3 dimensions, qui est celui de... On pense d'ailleurs, au moment où je parle, je me dis, ça correspond un peu à une scène de la Rose pourpre du Caire où on a effectivement des acteurs de cinéma qui commencent à dialoguer avec les personnages qui se trouvent dans la salle, et puis pourquoi pas, ils vont jusqu'au bout de leur fantaisie, ils quittent le film et puis ils commencent à vivre leur vie dans la réalité. Alors c'est faux, puisque la réalité, ça reste un film, celui qui est en train de tourner Woody Allen, mais c'est le même type de délire poétique. C'est comment la deuxième dimension s'incarne dans la troisième, avec une ambiguïté. On ne sait pas vraiment où commence la troisième et où finit la deuxième. Comment vous avez approché ce film? Comment vous avez structuré votre livre? Vous l'avez pensé comment au niveau de l'architecture?
Alors, il a fallu trouver des idées forces, des clés, des points. Alors, moi, je raisonne tout le temps en termes de bibliothèque d'images. Je m'inspire beaucoup de la carrière du réalisateur, ce qu'il a fait avant, comment il a tout ce qui a pu le conduire jusqu'à ce film-là. Et puis je réfléchis aussi en termes de cohérence d'histoire du cinéma, comment Tarantino s'inscrit dans une histoire qui le dépasse un petit peu. Et j'avais été surpris d'ailleurs. Parce que le rapprochement, je crois, n'est à peu près jamais fait. Et du coup, j'ai même introduit le livre comme ça, en dressant un parallèle entre Michael Mann et son film Collatéral, et puis Once Upon a Time in Hollywood, puisque j'ai décelé effectivement une poésie urbaine très très similaire, la façon dont on déambule dans la ville, dans des endroits qui n'ont a priori aucun rapport, mais en même temps, on retrouve un rapport au fil du récit. Tout cela ne coulait pas forcément de source, mais bon, au bout d'un moment, quand on accumule les points communs, on forcément, finalement, l'évidence, voilà, finalement, reprend le dessus. Et puis, j'estime au bout d'un moment que le raisonnement, voilà, est fait. Et puis, il est construit. Et puis, il trouve une base. Puis, j'ai évidemment creusé l'histoire aussi. Je me suis documenté sur quelqu'un que je connaissais pas forcément très bien, qui est Charles Manson. Les amateurs de serial killer le connaissaient certainement beaucoup mieux que moi. Moi, c'était pas spécialement mon cas. Voilà, j'ai dû me documenter sur un personnage que l'on croise assez peu pendant le film, un peu plus. Alors, il existe pas mal de scènes dites coupées qu'on retrouve facilement dans les bonus vidéo. Le film aurait pu être plus long, mais voilà, on voit un peu plus Manson dans les scènes coupées, mais on le voit tellement peu finalement, et il parle tellement peu, il a tellement rien à dire que on peut effectivement se demander qui il est, ce bougre-là, un peu hirsute. Et On j'ai le voit l'impression poser que des questions. Comment? pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais j'ai l'impression que Tarantino n'aime pas trop ce personnage. Ce personnage-là, Oui, dans le film, oui, il y a un côté méprisant, ouais. effectivement. Il déambule, il a des réactions très très bizarres. On le voit plus dans les scènes d'ailleurs coupées, les réactions bizarres. Euh, voilà, Tarantino semble considérer que c'est une erreur de l'histoire. Quelque part, ce Mm. Charles Manson, même s'il a eu une influence très très importante sur toutes les personnes qu'il a pu croiser, paraît-il qu'il était assez charismatique. Il est d'ailleurs resté en prison, a priori, puisqu'il a continué à diffuser sa pensée en prison. Je crois même il a dû écrire un bouquin, Manson. Il est mort il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Mais voilà, effectivement, Tarantino, euh, il s'y intéresse parce qu'il est obligé, en fait. C'est une figure, voilà. Il a fait ce qu'il a fait. Bon, en l'occurrence, il a commandité. Bon, il voulait devenir le maître du monde. Manson, il avait des idées assez extraordinaires. Il voulait infiltrer la communauté noire avant de laisser comprendre aux Noirs qu'ils ne seraient pas capables de se diriger eux-mêmes et qu'ils seraient de facto le leader qui s'imposerait à eux, voilà, par sa posture un peu christique. C'est un peu farfelu, mais bon, ça marche, ça a marché un peu. Donc voilà, cette réalité historique, voilà, donc je me la suis appropriée un minimum. J'ai du coup voilà, consacré quelques chapitres aussi à cette dimension-là du récit. Et puis voilà, il y a aussi les influences. J'ai également trouvé des influences littéraires pour nourrir le propos du film, puisque on entend beaucoup le nom de Shakespeare, ça m'avait quand même interpellé, puisqu'il y a en fait il y a un réalisateur de séries télé dans le film, Wanamaker, qui donne beaucoup de directives d'acteurs à Rick Dalton en termes de Shakespeare. Pense à Hamlet, pense à lire. Alors Dalton, lui, n'y comprend rien parce qu'il a jamais lu Shakespeare, mais on peut trouver quand même intéressant qu'un type comme Tarantino, voilà, qui n'a pas forcément
forcément des références culturelles qui correspondent au théâtre élisabétain, cite Shakespeare comme ça. Et du coup, quand on creuse un peu la question, on se rend compte qu'il y a quand même des liens entre l'esthétique baroque et puis l'esthétique défendue par Tarantino, notamment en termes de, toujours pareil, par rapport à l'approche de la violence. Le monde qui est sans dessus-dessous, puisque Manson peut également être considéré comme une figure shakespearienne, puisque chaotique. Voilà, et puis il n'y a pas que Shakespeare, il y a aussi l'absurde, je parlais également de Camus dans le bouquin. Tout ça mis à bout, ça fait un livre qui est assez fragmenté. C'est pas seulement 3 très très longs chapitres, ce sont des petits fragments mis bout à bout pour maintenir l'attention de mon lecteur sur différents domaines qui sont à chaque fois investis de manière assez dense, mais pas trop longue non plus, puisqu'il s'agit quand même, une fois un sujet épuisé, voilà, de s'emparer d'un autre thème pour enfiler, pour ainsi dire, les perles et faire le collier, boucler la boucle du cercle que constitue le film. Quand vous sous-titrez le livre Le Monde et sa doublure, ça a une connexion avec avec le chapitre concernant le théâtre de l'absurde? Alors la doublure, c'est plus cette histoire, cette idée de la dimension dite réelle, entre guillemets, qui est doublée, infiltrée par ce que je disais avant, la dimension esthétique, fantasmatique, littéraire. C'est-à-dire que l'image en 2 dimensions est déjà une réalité et mérite d'être appréhendée en termes assez nobles. Il ne s'agit pas de mépriser ce qui relève du monde de l'image, puisqu'avec le monde de l'image, on est déjà dans le réel. Moi, un plan clé, à mon avis, pour le comprendre, c'est le plan où on voit Sharon Tate chez elle, en train d'écouter de la musique et de discuter avec le personnage donc, de Jay Sebring qui se trouve dans une autre pièce. On voit Sharon à côté d'une représentation, donc un poster qui est une œuvre donc authentique, une œuvre réelle, donc due à Alphonse Mouchat, donc qui était un illustrateur qu'on ne s'attend pas forcément à voir dans un film de Tarantino, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'était un illustrateur, voilà, donc quelqu'un qui était vraiment dans ce monde de l'image plate, de l'image à 2 dimensions, et il y a, à mon sens, un lien très fort entre la figure féminine qui figure sur cette affiche et puis ce que signifie la portée de la présence de Sharon Tate. Bon, la figure de l'affiche, voilà, c'est une jeune femme aux traits lisses, parfaits, comme cela, donc, comme Sharon Tate elle-même et son interprète Margot Robbie de la vie réelle. Et on voit cette image qui est confrontée par vitre interposée à la figure qui arrive donc de Charles Manson, puisque on voit Manson déambuler à travers les carreaux de la pièce de la chambre à coucher. Et là, on a cette confrontation par vitre interposée. Donc toujours la vitre, le carreau qui emprisonne ce qui se profile à travers elle. Manson, donc, qui infiltre à travers le carreau la troisième dimension, la dimension de la réalité dans laquelle vit Sharon. Donc c'est un peu le grand méchant loup qui arrive dans la vraie vie et du coup les choses maintenant vont se régler à partir de là, justement en termes d'affrontement de contes de fées. J'ai toujours le parallèle, il est évident. Ça se passe pareil dans La Nuit du Chasseur, quand Mitchum arrive avec l'actrice Lillian Gish qui se trouve dans la pénombre du Porsche. On voit Mitchum, enfin Powell, se profiler comme une ombre. Et puis il y a donc le grand méchant loup, puisque Powell, on va dire que Powell est un ogre comme Manson est un ogre. Donc ils viennent pour
tuer, assassiner les innocents. Et puis vous avez Lillian Gish, qui aussi, qu'on l'on voit apparaître à côté d'une succession de petits carreaux derrière elle, où on distingue les figures des enfants qu'elle est chargée de protéger. Donc on a cette idée de la surface plate, c'est la baie vitrée, qui accueille, qui abrite la figure des innocents et qui vont filtrer les forces du mal qui sont en train d'arriver pour les neutraliser d'une certaine façon. Donc voilà, la doublure du monde, c'est ça. C'est effectivement des surfaces plates qui canalisent des forces chaotiques, obscures, extérieures, qui tentent d'arriver dans le monde, mais qui en sont empêchés d'une manière ou d'une autre par la magie, la magie de l'art peut-être, ou peut-être que, encore une fois, la magie de la réalité. Mais ça fait de Tarantino, donc par rapport à ce film et par rapport à ce que vous dites, un cinéaste finalement très moralisateur. Ah bah moi je suis convaincu. Ah oui? Tarantino, c'est pas du tout quelqu'un qui se alors les intervieweurs, les journalistes, ils ont passé leur vie les 20 dernières années à lui dire mais pourquoi vous êtes tellement complaisant avec la violence. Sous-entendu, vous adorez ça alors que et vous êtes quelqu'un de très dangereux parce qu'il y a des adolescents voire des très jeunes enfants qui vont voir vos films et qui vont faire pareil de la vraie vie. Donc ça, voilà, on ne peut pas empêcher. Les questions ne sont pas forcément bêtes en soi, mais il y a un manque de recul. D'ailleurs, Tarantino s'est souvent vexé, parce qu'il en a eu marre d'entendre toujours la question. On peut trouver de lui des interviews assez rigolotes où il commence à invectiver à demi-mot le journaliste qui lui fait face. Mais on peut comprendre en même temps, parce que déjà lui à la base, certes, il aime les films de divertissement, voilà, les films de baston, les films de kung-fu, ou les westerns, les vieux westerns spaghetti italo-espagnols, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun recul sur ce qu'il voit. Ça ne veut pas dire qu'il montre de la violence juste pour le plaisir de rigoler pendant 2 heures parce qu'avec des têtes qui volent, des têtes tranchées, etc. Voilà, ce qu'on voit un peu dans Kill Bill d'ailleurs. Hein. Mais pour autant, Kill Bill, qu'est-ce que c'était? C'était une histoire de vengeance pour que voilà, quelqu'un qui a été injustement agressé par un fou retrouve en l'occurrence sa fille et puis règle ses comptes. C'est un film c'est un film presque cuculaochaline, Kill Bill, si on résume des choses comme ça. Il y a aucun rapport complaisant avec ça. Hein. Donc, Tarantino n'a jamais été quelqu'un qui se gargarise de violence uniquement pour le plaisir de la montrer. Il y a une dimension véritablement philosophique de la violence chez lui. Et le but de Tarantino, c'est de rendre le monde davantage vivable qu'il ne semble l'être. Alors, c'est pas toujours, on n'est pas obligé de partager la façon dont il le fait, mais il le fait, comme on parlait de contes de fées il y a quelques minutes, il le fait toujours à cette manière-là, en montrant effectivement des choses extraordinairement violentes. Mais c'est toujours pareil, on ne va pas reprocher à Shakespeare de mettre en scène de la violence, on ne va pas reprocher à Perrault de montrer un père trancher la tête de ses filles pour les manger. Ce sont des choses qui existent. Donc, il s'agit d'en faire quelque chose. Il s'agit de faire quelque chose de cette réalité pour lui donner un sens. Et le sens de tout ça, c'est que, et c'est très simple, c'est que le monde continue à pouvoir être beau en dépit de sa dimension chaotique. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer Once Upon a Time, ça peut le résumer, mais ça résume tous les autres films dont j'ai pu parler, La Nuit du Chasseur ou tous les films sur lesquels j'ai pu écrire. Barton Fink, c'est aussi une histoire de serial killer, donc l'acteur John Goodman, qui tue des gens par brassée, par pelleté, par camion entier,
En même temps, qu'est-ce qui se passe dans le film? Bah, il y a toujours pareil, une affiche. Voilà, on fait un parallèle avec Musha. Il y a une affiche dans une chambre d'hôtel, toujours pareil, une jeune femme sur la plage. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, on trouve une vraie femme incarnée sur une plage, une vraie plage pour le coup. Donc, la dimension, là, qu'est-ce qui se passe? C'est la réalité qui est influencée par l'image en deux dimensions. Non pas le contraire, c'est pas la réalité qui inspire l'art, mais l'art qui inspire la réalité, puisqu'on a effectivement une femme qui s'incarne en chair et en os, et dont on peut penser d'ailleurs qu'elle est une réincarnation de la femme avec laquelle Barton passe une nuit, donc qui a été et qui Barton retrouve trucidée, donc gisant dans des litres de sang un beau matin. On a l'impression qu'à la fin, elle ressuscite par l'intermédiaire de l'affiche de sa chambre et de la plage. Et sans spoiler, il faut avoir cette idée à l'esprit quand on regarde Once Upon a Time in Hollywood. Mais ce qui est assez troublant, et peut-être qu'on terminera là-dessus, c'est que avant tout, je voudrais quand même si vous avez donné la structure de livre, je voudrais quand même lire les chapitres, enfin donner le titre des chapitres. Il y a un premier chapitre, le chapitre liminaire sur la production. Ensuite, vous questionnez l'apogée du style cool. Donc, vous en avez parlé, c'est le fameux dialogue avec Collatéral de Michael Mann. Ensuite, il y a le temps hors de ses gonds, la question de la morale, on en parlait avec les hippies et l'ordre établi, un dialogue avec le théâtre baroque, un autre avec le théâtre de l'absurde, regard croisé sur le monde, là pour le coup c'est Tarantino et la pop culture, c'est vrai que lorsqu'on voit le film, il y a comme ça une espèce de kaléidoscope de beaucoup de choses qui ont façonné Tarantino, à la croisée des chemins, le miroir, et puis ensuite vous parlez aussi du livre qui existe, qui est écrit par Tarantino, et puis ensuite la conclusion. Mais là où je veux en venir, c'est que ce film-là, Once Upon a Time, comme ça aurait pu être aussi pour Barton Fink, peut-être, ou voire même La Nuit du Chasseur, est-ce que ce sont véritablement des films qui ont une résonance avec le monde dans lequel vit ou vivait à l'époque le cinéaste qui les faisait? J'ai plus l'impression que c'est une espèce j'ai plus l'impression que Once Upon a Time in Hollywood, pardon, dit plutôt quelque chose de la société de cinéma que la société dans laquelle vit Tarantino. Est-ce que je me trompe? Alors, moi, je pense qu'il instaure un dialogue entre les deux. Il y a un peu une dimension. Il observe, il a essayé de reconstituer vraiment beaucoup de choses, Tarantino. Il a même été, voilà, jusqu'à récupérer les bandes audio des stations de radio de l'époque, telles qu'elles émettaient, avec les speakers de l'époque, les publicités telles qu'on pouvait l'entendre à l'époque. On retombe vraiment. Il faut l'avoir vécu pour le confirmer, et c'est pas du tout mon cas. Mais tous les témoignages que j'ai pu compulser confirment que le Los Angeles tel qu'on le voit dans le film, quelque part peut-être c'était déjà un monde de cinéma. C'est vrai que tout est vu de manière un petit peu émerveillée. Il y a voilà, c'est les lumières, les néons. Tout avait peut-être plus de charme à l'époque. Alors, est-ce que c'est un film qui défend aussi c'était mieux avant? J'en sais trop rien. Je pense pas que ce soit le propos et la réflexion qui anime le réalisateur. Mais en tout cas, il y a en fait le Los Angeles des années 60 tel qu'on le voit dans le film, c'est déjà un plateau de cinéma, pour la simple et bonne raison que Tarantino brouille les pistes entre, toujours pareil, hein, entre la réalité et la fiction. J'aime bien le plan où on voit Rick et Cliff arriver avec leur guimbarde sur le plateau de tournage de leur série. On voit la voiture arriver sur le tournage. On perd la voiture des yeux quelques secondes parce que on voit une palissade de décors de western, et tout d'un coup, il y a des techniciens qui poussent, qui font coulisser la palissade, donc qui correspond toujours pareil à une image plate, une image en deux dimensions qui fait croire à la troisième dimension. On fait coulisser ce pan de décor.
Et on retrouve derrière le véhicule d'où sortent les deux amis que sont Rick et Cliff. On ne sait plus trop à ce moment où est le monde du cinéma à proprement parler et où est le monde de la réalité de l'époque, le Los Angeles des années 60, parce que peut-être que finalement il n'y a pas d'opposition entre les deux et que finalement la réalité inclut la fiction et la fiction inclut la réalité. C'est en fait comme ça, j'ai envie de résumer la chose. On est en même temps dans les deux dimensions à la fois, et c'est cette nouvelle dimension, cette troisième dimension, qui est le fruit de l'union des deux premières, qui est la seule dimension que montre le film. Donc, voilà, c'est un peu prise de tête ce que je viens de dire, mais pour essayer de résumer, c'est comme ça que je pourrais résumer tout le film. Once Upon a Time in Hollywood, Le Monde et sa doublure, c'est édité chez Leitmotiv. D'ailleurs, je crois que j'ai remercié Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le livre, si vous voulez vous le procurer. En tout cas, c'est écrit par Damien Ziegler et dans la collection Analyse filmique, et il était là aujourd'hui pour nous en parler. C'est-à-dire 0,001% de ce qui se trouve dans le livre, il faut le savoir. Donc, il faut être curieux, il faut y aller. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Merci. Et puis, c'était un plaisir en tout cas. Partagé. Merci à vous. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my